Je voudrais vous raconter l'histoire d'Emma. Alors Emma a 30 ans, elle habite à Paris, elle est d'origine espagnole, elle habite à Paris depuis de nombreuses années. Et puis il y a 3 ans de cela, elle a déménagé et elle a pris un appartement dans le 10e arrondissement de Paris. Et elle est devenue propriétaire, elle a acheté. Donc elle a emprunté, euh, c'était un petit peu difficile, son budget était serré, mais ça a marché et donc elle a réussi à accéder au statut de propriétaire, elle a emménagé dans son nouvel appartement du 10e, elle l'a aménagé, elle s'est installée chez elle et elle s'est sentie chez elle. Le rêve de tout Parisien d'ailleurs. Et au bout de quelques mois, mauvaise nouvelle tombe, sa copro décide de ravaler la façade de l'immeuble et donc les charges de copro explosent. Grand problème par rapport à son budget. Et là, elle se pose sérieusement la question de devoir vendre son appartement, partir, l'appartement dans lequel elle vient d'emménager, de partir et d'en prendre un plus petit. Donc elle parle avec une amie de ce problème-là, et son amie lui dit « Tu sais, je connais quelqu'un qui loue son appartement quand il en est absent, quand il part en week-end ou en vacances, qui gagne un peu d'argent avec ça, qui est très content de son expérience, peut-être que tu devrais essayer. » Alors c'est il y a 3 ans, donc elle se pose un peu la question, elle se dit louer mon appartement à des inconnus, enfin entre nous on se demande qui fait ça quand même. Donc elle se pose la question, mais finalement elle le fait. Elle le fait une première fois, elle accueille des Australiens chez elle, ça se passe très bien. Elle est très contente et donc du coup elle le refait de plus en plus régulièrement à chaque fois qu'elle part en week-end ou en vacances. Et grâce à ça, elle gagne un peu d'argent qui lui permet de payer ses charges de copro et qui maintenant même lui permet en fait de voyager plus régulièrement qu'avant. Et par exemple, elle retourne régulièrement en Espagne pour retrouver sa famille qui est en Espagne. Alors ils sont nombreux comme Emma. Par exemple, il y a Adrien. Adrien, il est entrepreneur et il gagne pas forcément énormément d'argent. Il utilise Airbnb pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir voyager le week-end, partir en ce qu'on appelle city trip avec sa fiancée. Étienne et Sylvie sont retraités. Ils n'ont pas une retraite immense et ils louent une chambre chez eux pour compléter cette retraite. Rachel, elle est mère de famille et elle loue sur Airbnb et gagne un petit peu d'argent grâce à ça, ce qui lui permet de payer des activités parascolaires à ses enfants et notamment des activités dans le domaine culturel et pour leur donner une ouverture internationale. Et puis dernier exemple, Ségolène. Ségolène, c'est encore différent. L'argent qu'elle gagne, elle le réinvestit dans une formation. Elle veut changer de carrière professionnelle. Et donc, elle se paye une formation en psychothérapie grâce à l'argent qu'elle gagne sur Airbnb. Donc des cas très différents, mais il y a une chose en commun entre tous ces cas. Je posais une question à laquelle tout le monde a la réponse. Est-ce que vous savez quelle est la préoccupation numéro 1 des Français? Je l'ai entendu tout bas. Le pouvoir d'achat. Chaque année, le pouvoir d'achat est la préoccupation des Français depuis des années. Et les gouvernements s'y attellent, évidemment, depuis des années. Et honnêtement, force est de constater que les solutions ont du mal à être trouvées. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière dans l'Expansion qui montrait que 15% des Français finissaient systématiquement le mois dans le rouge et qu'il manquait en moyenne 467 € aux Français pour vivre confortablement. 467 €. Et mon avis, c'est que je pense que la raison pour laquelle on a du mal à relancer le pouvoir d'achat, c'est qu'on essaye en fait de remettre de l'essence dans des modèles qui sont essoufflés. On remet de l'essence dans des modèles qui ne redémarreront pas. Or, ces exemples-là montrent qu'il existe d'autres modèles, d'autres façons de gagner du pouvoir d'achat. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais ça ne concerne pas tout le monde. Emma, c'est une bobo parisienne. Bah non, en fait, ça peut concerner tout le monde. Quand on regarde, par exemple, qui sont les autres sur Airbnb, on voit qu'en moyenne, ils ont 37 ans, que c'est assez bien réparti sur les tranches d'âge. Par exemple, plus d'un tiers ont plus de 40 ans. On voit que 43% d'entre eux sont des familles. 43% sont des familles, quasiment la moitié. Donc on est loin du cliché de se dire c'est des personnes qui sont seules ou des jeunes couples qui voyagent régulièrement et qui mettent leur appartement à louer. Et 60% gagnent moins que le revenu médian des ménages. 60% gagnent moins que le revenu médian des ménages. Et donc c'est pour eux que c'est finalement que ce gain de pouvoir d'achat est le plus intéressant. Et donc aujourd'hui, ils sont plus de 100 000 en France à être hôtes sur Airbnb, plus de 100 000. Et là, je ne parle que d'Airbnb. Une étude récente a montré que près de la moitié des Français étaient maintenant utilisateurs de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Alors au sens large, ça peut être location entre particuliers, vente entre particuliers, prêt, ça peut être des cours entre particuliers.
Mais si vous prenez ne serait-ce que Blablacar, qui est le leader mondial du covoiturage, Blablacar compte plusieurs millions d'utilisateurs en France et continue de croître à une vitesse exponentielle. Donc on voit que, et donc je répète ce chiffre, la moitié des Français ont déjà utilisé l'économie collaborative. Alors combien ils gagnent avec ça? Parce que je parle du pouvoir d'achat, mais il faut mettre des chiffres. Un hôte, en moyenne, sur Airbnb, gagne 300 € par mois. 300 € par mois, on ne parle pas d'un salaire, évidemment. D'ailleurs, en fait, toutes les personnes que je vous ai montrées au début ont un travail à côté. Et donc, c'est bien un revenu qui est complémentaire. Mais 300 € par mois, c'est significatif. Ça représente 13% du salaire moyen français. Et c'est 4 fois plus que l'augmentation annuelle des salaires en France. 4 fois plus. Et si je le mets en relation avec le fameux 467 € que j'ai mentionné au début, en disant qu'il manquait aux Français 467 € par mois pour vivre plus confortablement, 300 €, c'est déjà pas mal. Et comment est-ce que les hôtes Airbnb utilisent cet argent? Alors, on leur a posé la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de 100 000 hôtes en France. C'est 100 000 cas différents. J'en ai montré 5 au début. J'aurais pu en montrer 100 000. C'est quasiment 100 000 cas différents. Mais quand on leur demande et qu'on fait une moyenne, ce qu'on voit, c'est que presque la moitié de ces revenus, sont réinjectés dans les dépenses courantes. Donc c'est l'exemple que j'ai donné au début avec Emma, qui paye ses charges de copropriété grâce à ça. Et donc ça permet à des gens, concrètement, de garder leur appartement et garder leur niveau de vie. Ensuite, un quart à peu près de ces revenus, de ces 300 €, sont utilisés pour des vacances. Donc ça permet de plus voyager. Et enfin, troisième élément qui est le plus intéressant, je trouve, c'est qu'un quart de ces revenus sont en fait réinjectés dans l'économie dans le cadre de projets professionnels ou entrepreneuriaux. Et il y a une anecdote assez amusante que je peux vous raconter. Il y a 2-3 ans, François Hollande avait accueilli des jeunes entrepreneurs à l'Élysée, puisqu'il avait accueilli des représentants d'un mouvement qui s'appelle le MoveJ, qui est un mouvement qui promeut l'entrepreneuriat pour les jeunes. Et donc il y avait une dizaine de jeunes entrepreneurs qui étaient là, et à un moment il leur pose la question, mais comment est-ce que vous financez vos startups? Et parmi les 10, il y en a 3 ou 4 qui ont mentionné le fait qu'ils louaient leur appartement sur Airbnb et que grâce à ça ils gagnaient un petit peu d'argent, ce qui leur permettait alors en partie évidemment, mais ce qui leur permettait de commencer à développer leur startup. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant, je trouve, de voir que cet argent peut ensuite être réinjecté dans l'économie et que ça dynamise donc l'économie à double titre. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on parle avec nos hôtes, c'est qu'ils ne le font pas que pour l'argent. Et je terminerai là-dessus en vous racontant l'histoire d'une autre hôte que j'ai rencontrée il y a quelques temps, qui s'appelle Cécile. Alors Cécile est hôte à Levallois, en banlieue parisienne. Et elle a un appartement avec 2 chambres. Elle a 65 ans, c'est une jeune retraitée, et son fils vient de quitter le domicile familial pour suivre ses études. Et donc elle se retrouve avec une chambre disponible chez elle, et puis surtout elle se retrouve seule en fait. Donc elle en parle à son fils, et son fils lui dit, mais tu sais, en fait tu pourrais louer ta chambre, alors je reviendrai le week-end quand même, donc garde-moi la chambre le week-end, mais tu pourrais la louer pendant la semaine quand je ne serai pas là. Donc un petit peu comme Emma tout à l'heure, elle hésite un petit peu au début à le faire quand même, et puis elle le fait, elle se lance. Elle commence à accueillir ses premiers visiteurs chez elle, elle vit une super expérience en faisant ça, elle gagne aussi un petit peu d'argent qui vient compléter sa retraite. Et donc je l'ai rencontrée il y a 2 ans, et je lui ai dit, mais Cécile, fondamentalement, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous recherchez? Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment éclairé. Elle m'a expliqué qu'en fait, toute sa vie, elle avait été salariée, elle avait travaillé dans des entreprises classiques, et qu'en gros, toute sa vie, on lui avait donné des tâches à faire, qu'elle les avait faites, qu'on lui disait d'arriver le matin à 9 h au travail et de repartir à 5 ou à 6 h, et qu'à la fin de l'année, on lui mettait des notes, en gros. Et là, elle m'a dit, grâce à ça, tout d'un coup, avec un sourire aux lèvres, elle me dit, je deviens un petit peu la mini-chef d'entreprise de ma mini-entreprise. Je fais ma stratégie marketing, puisque je mets mes photos sur mon annonce, et j'essaie de les rendre les plus belles possibles. Je fais ma stratégie de prix, puisque je mets des prix différents selon les saisons. Je décris mon logement. Et puis j'accueille les visiteurs chez moi. Je fais en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible. Donc quelque part, je suis aussi responsable de l'expérience client de mes utilisateurs. Enfin de mes voyageurs. Et donc elle m'explique tout ça. Et ça m'a vraiment éclairé sur cette motivation complètement nouvelle des hôtes Airbnb. Et après, je l'ai retrouvé en parlant à beaucoup de nos utilisateurs en France et à l'étranger. Et en fait, à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, il y a un mot qui revient systématiquement
un mot qui revient systématiquement quand ils parlent de ça. Ils disent qu'ils se sentent empowered. Et ça fait 3 ans que j'essaie de traduire ce mot en français. J'y arrive pas. Donc les Anglais disent « I feel empowered ». Alors moi j'ai un défi pour vous, vous êtes assez nombreux ici. J'aimerais beaucoup que vous puissiez m'aider, réfléchir un petit peu à ça, et essayer de me proposer des solutions pour traduire ce mot en français. Ce mot qui signifie d'avoir l'impression d'avoir son destin entre ses mains, d'être responsabilisé. Mais ces mots-là, son destin entre ses mains, responsabilisé, je pense, ne couvrent qu'une partie de ce que ce mot veut dire en anglais. Et qui est en fait une des raisons fondamentales pour lesquelles les hôtes sur Airbnb deviennent hôtes sur Airbnb et d'autres acteurs de l'économie collaborative utilisent ces services-là. C'est une raison qui est fondamentale. Donc voilà, je crois qu'on a une session juste après, une session d'échange. Si d'ici là certains ont des idées, je serai preneur de vos idées pour traduire Empower en français. Je vous remercie. Alors évidemment, les Canadiens ont déjà la réponse à ta question, puisqu'ils luttent contre le capitalisme linguistique américain et l'impérialisme. Donc c'est des Canadiens dans la salle. Donc ils disent encapacitation. Alors je reconnais, c'est pas hyper répandu. Je reconnais rarement des gens qui disent « Oh, ce matin j'avais un vrai problème social, mais je me suis bien encapacité. » Et puis voilà. Et c'est vrai que la plupart des psychologues disent aussi que quand un mot n'existe pas dans une langue, c'est que la pratique en est absente. Et donc ce serait cohérent avec ce que tu dis, on est assez peu empoweré. Alors, il y a un autre point de ton exposé qui m'a subjugué, c'est que les entrepreneurs non, c'est juste devant nous. Les entrepreneurs qui vont voir Hollande lui avouent fièrement soit tous qui sont propriétaires, et c'est très bien pour eux, soit qui sont hors la loi, parce que tu dis ils arrivent à financer leur start-up parce qu'ils louent leur appart, mais s'ils sont locataires, attention, vous n'avez pas le droit. Si, tu as le droit, mais il faut que tu aies l'accord de ton propriétaire. Ouais, voilà, et de façon hyper marginale, et puis il faut le déclarer. Donc moi, je pense surtout que François Hollande fréquente des repris de justice. Il avait déjà Cahuzac, qui était venu, enfin il est habitué. Plus sérieusement, en partant du postulat que ce soit des propriétaires, il y a souvent une critique qui est faite sur l'économie collaborative, c'est que ça profite effectivement à ceux qui sont déjà au top de la pyramide et qui ont une bagnole, qui ont un appart, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut réussir à mener les deux, c'est-à-dire à faire du share et en même temps à socialiser cette démarche? Alors, je ne partage pas forcément ce constat, déjà, parce que le chiffre que je montrais tout à l'heure, 60% des hôtes sur Airbnb gagnent moins que le revenu médian des Français. Je ne parle pas des revenus qu'ils gagnent sur Airbnb, hein, je parle de leurs revenus à côté, s'ils sont salariés, eux-mêmes chefs d'entreprise, etc. Donc, ce qu'on voit plutôt dans les chiffres, c'est que ça touche finalement tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là. Et tu peux imaginer, par exemple, de donner un meilleur accès. La sous-location est un très bon exemple. La sous-location, alors en fait, les lois sur la sous-location sont des lois qui existent pour traiter de la sous-location longue durée, pas de la sous-location courte durée. Et il se trouve qu'on les applique aussi sur la sous-location courte durée. Mais moi, je te donne un exemple très précis. Je connais un étudiant qui a parlé à son propriétaire en juin en lui disant « Moi, j'ai 2 solutions. Soit je pars du logement et pendant 2 mois, vous n'allez pas avoir de loyer et en septembre, il faudra que j'en trouve un autre et vous aussi, il faudra que vous en trouviez un autre d'ailleurs. » Donc c'est quand même compliqué pour tout le monde et vous perdez de l'argent. Soit vous me laissez le sous-louer pendant les 2 mois de l'été, moi je garde le logement, je paye mon loyer et vous me laissez le sous-louer pendant les 2 mois de l'été et tout le monde est content. Et le propriétaire a dit d'accord. Donc ça c'est un cas particulier. Maintenant je pense qu'il faut effectivement qu'on arrive à généraliser ces cas particuliers et on peut très bien imaginer dans l'exemple de la sous-location alors faut pas légiférer sur tout, mais de voir comment on peut plus facilement permettre à des étudiants par exemple de sous-louer pendant les mois d'été. Merci beaucoup Nicolas, il est fort. Donc si vous voulez lui poser d'autres questions, ce sera Meet the Speakers après cette session. Je vais te libérer. Je pars. Merci beaucoup.